Bonjour, merci. Merci à Thomas Romer et à Antoine Compagnon et à Céline Surprenant pour cette invitation à vous parler ici d'un raté ou d'un loupé, même plus, d'un double raté et d'un double loupé. Parce que je voudrais évoquer devant vous les deux premières campagnes de Marcel Mauss au Collège de France. La première, on en a parlé hier et un tout petit peu ce matin, a eu lieu en 1907, à la mort d'Albert Réville. On lui préféra le fils de l'historien des religions tout juste disparu, son fils, Jean Réville, que vous avez au milieu. Et la seconde, en 1909, après la mort de Jean Réville, et là, la surprise générale, j'y reviendrai, on va lui préférer Alfred Loisy. Je vous rends attentif à la différence qu'il y a entre les photos. Cette photo de Marcel Mauss, c'est de 1907, et les autres photos sont liées aux élections. Ça sera intéressant parce que c'est un point qui explique, ou c'est une raison qui permet de comprendre pourquoi Mauss n'a pas été accepté ou a eu beaucoup de difficultés à se faire accepter au Collège de France avant 1931, parce que, par chance, mais je conclurai sur cela, Marcel Mauss rentrera au Collège de France en 1931 à un âge plus vénérable. J'y reviendrai. Alors pourquoi se focaliser sur 1907 et 1909 ? C'est deux années institutionnellement évidemment importantes pour Marcel Mauss, mais elles sont aussi importantes pour comprendre le développement de sa socio-anthropologie du religieux. Et je dis tout de suite socio-anthropologie comparée du religieux. Je vais vous indiquer pourquoi. Parce que c'est entre 1907 et 1909 aussi qu'il publie le premier volume de sa thèse sur la prière, thèse qu'il abandonnera finalement par la suite, et surtout un manuel d'histoire des religions. Le terme n'est pas anodin, il aurait pu appeler ça un manuel de sociologie des religions, mais il a choisi le terme d'histoire des religions, manuel qu'il co-signe avec celui qui était alors son jumeau de travail, Henri Hubert, l'historien Henri Hubert, un ouvrage qui est longuement préfacé, préface qui sera publiée quelques mois avant la publication de l'ouvrage chez Alcan, dans la revue d'histoire des religions. Donc il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là aussi, et qui est particulièrement lié à l'élection, aux deux élections de 1907 et 1909. Alors dans un premier temps, je voudrais très rapidement revenir sur le contexte général de ces deux élections, mais surtout essayer de vous indiquer ce qui, pour moi, est une raison importante qui permet de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, et pourquoi Mauss n'a pas pu entrer à ce moment-là au Collège de France. Et je le dis tout de suite, si quelqu'un devrait partir avant la fin de mon intervention, c'est son comparatisme. C'est son comparatisme, sa manière de comparer qui va poser, me semble-t-il, un certain nombre de problèmes. Et je vais y revenir dans la deuxième partie de mon intervention. Alors commençons par 1907, le malgré tout de Marcel Mauss. Malgré tout, il y va malgré tout, parce qu'il le sait très bien, le contexte est assez défavorable aux Durkheimiens à ce moment-là. Pour la petite histoire, vous le savez, Durkheim échoue une première fois en 1897 à entrer au collège sur une chaire de philosophie sociale que va remporter Jean Isoulé, spécialiste, lui, de la pensée sociale pré-révolutionnaire et auteur de La Cité moderne et la métaphysique de la sociologie en 1897. On le sait aussi, cette décision de prendre Jean Isoulé tient beaucoup à des raisons politiques. C'est une vieille histoire que les Durkheimiens connaissent bien depuis les travaux de Philippe Bénard sur le sujet, parce que les parlementaires souhaitaient voir la nomination d'une personne qui était clairement opposée au socialisme à ce moment-là, et donc évidemment le choix de Durkheim posait ou risquait de poser un problème. Donc premier refus de Durkheim en 1897, un deuxième, plus proche, qui explique le malgré tout de Marcel Mauss. En 1904, à la mort de Gabriel Tarde, Durkheim cherche à se présenter à nouveau, mais cette fois-ci, il est empêché par un changement de désignation dans la chaire qui est transformé, on l'a dit tout à l'heure, en Histoire et Antiquité nationale, qui rend de facto l'impossibilité de la candidature d'un sociologue en fait sur cette chaire. Notons au passage que l'un des grands acteurs dans la modification de ce titre de la chaire n'est autre qu'Albert Réville, qui milite pour le changement de la chaire. Sans doute n'a-t-il pas aimé être critiqué par Durkheim dans un
article sur la religion qui est publié en 1899 par Durkheim dans l'année sociologique, dans lequel Durkheim revient très longuement sur la manière dont Reville définit la religion. Une définition, je cite Durkheim, populaire, comme le dit le sociologue, qui repose sur l'idée fausse d'un sentiment inné pour le divin et d'une union mystique avec lui. Donc, il y a une attaque assez frontale de Durkheim face à la position d'Albert Reville, qui peut expliquer pourquoi en 1904, sentant peut-être arriver le sociologue au Collège de France, Reville appuie de tout son poids pour changer la désignation de la chaire. Alors, malgré tout aussi, parce que en octobre 1906, à la mort d'Albert Reville, il faut noter un petit changement quand même dans les équilibres qui se passent au sein de l'Assemblée des professeurs du Collège de France. On l'a dit hier, Charles Fossé est élu quelques mois avant à la chaire d'assyriologie et Antoine Meillet est élu à celle de grammaire comparée. Pourquoi c'est important de noter ces deux élections, c'est que Charles Fossé comme Antoine Meillet sont des collaborateurs de l'année sociologique, donc ils connaissent bien le travail de Marcel Mauss, et s'ajoute à cela aussi la défense de Sylvain Lévy, qui était l'ancien professeur de Mauss à l'École pratique des hautes études, qui va servir effectivement d'avocat pour sa candidature. Donc Marcel Mauss sait que la situation est compliquée pour lui, mais il sait aussi qu'il y a de nouveaux soutiens qui peuvent permettre de faire pencher la balance. Donc il y va malgré tout aussi, et c'est un autre problème, malgré tout aussi à cause de la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a le théologien et historien des religions Maurice Verne, on en a parlé, et il y a surtout deux fils de professeurs du collège, Georges Foucard, dont le dossier est défendu par son père, Paul, dont on vient longuement de parler, un titulaire de la chaire d'épigraphie et d'antiquité grecque, et Jean Reville, qui se présente à la succession de son père. Et donc l'élection se solde le 17 février 1907 par le choix de Jean Reville. Alors je vais aller assez vite sur le décompte des voix. Vous trouvez ça dans beaucoup de papiers et d'articles qui ont été publiés ces dernières années sur cette question-là. Au premier tour, Reville devant ses concurrents avec 14 voix, suivi de près par Foucard avec 10 voix contre 7 pour Mauss et 5 pour Verne. Au second tour, les voix se recomposent et Reville obtient 24 voix contre 8 pour Foucard. Et donc, on passe à la candidature de deuxième ligne. Mauss est alors opposé à Foucard. Et en deux tours, de manière assez radicale, Mauss recueille l'appui de la majorité des professeurs avec 21 voix contre 10. Donc, il y a, en tout cas, dans le vote de la seconde ligne, il y a une majorité pour Mauss. On passe en janvier 1909, alors j'ai appelé ça le moment Mauss, avec un point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que donc, le 6 mai 1908, Jean Reville décède à 53 ans, mort abrupte, et donc la chaire d'histoire des religions est à nouveau vacante. Et là, la situation est différente. Mauss n'y va pas malgré tout, mais il y va fermement convaincu qu'il a ses chances. La situation est différente institutionnellement. Alors, il sait qu'il est en bonne position après sa victoire, il y a à peine 18 mois, alors qu'il était opposé à Foucard, en deuxième ligne. Il vient d'être nommé directeur d'études à l'école pratique, entre 1907 et 1908. Il est sur le point de publier, en collaboration avec Hubert, la préface inédite des mélanges d'histoire des religions dans la revue d'histoire des religions, donc c'est un texte de poids. Et il met aussi toute son énergie à terminer sa thèse sur la prière. Donc tout ça se coagule d'une certaine manière dans ces quelques mois. Comme en 1907, pourtant, il doit faire face à des concurrents sérieux. Alors on retrouve Georges Foucard, qui est toujours soutenu par son père, Paul Foucard. On retrouve Maurice Verne. S'ajoute à ça l'archéologue Jules Toutain, et puis le coptologue Émile Amelino, qui lui aussi est sur les rangs. Et, mais je vais en parler très peu, non, c'est une blague, Alfred Loisy, évidemment, qui fait partie des candidats, qui vient d'être frappé d'excommunication le 7 mars 1908 pour avoir, comme vous le savez, adopté et défendu une lecture historico-critique des textes bibliques. Malgré tout cela, Mauss y croit fermement, c'est très clair, il le dit dans une correspondance. J'ai 11 voix sûres, vous l'avez sur le slide, note-t-il dans une lettre, le maximum probable c'est 15, donc déjà dans sa tête il est dans une
disposition bien plus positive et optimiste que celle de 1907. Pourtant, l'élection est tendue, donc on est en janvier 1909, il faudra 5 tours, comme je l'ai indiqué, pour déterminer la candidature de première ligne. Alors Loisy obtient 19 voix contre 16 pour Foucart, et il en faudra 3 autres pour la candidature de seconde ligne. Seconde élection, et c'est ça qui pose question, qui s'achève par la victoire de Jules Toutain sur Marcel Mauss, à 1 voix. Toutain obtient 17 voix et Mauss en obtient 16. Donc il rétrograde, si vous voulez, par rapport à sa position qui était celle de 1907. Et donc cette deuxième défaite est incompréhensible, très clairement, pas seulement chez les Durkheimiens ou pour les Durkheimiens. Et l'idée, évidemment, est d'essayer de comprendre très vite, en fait. On se demande mais pourquoi Mauss n'a pas gagné, premièrement, et n'a même pas été placé en seconde ligne. Et donc chacun y va de son explication, plus ou moins intéressante, plus ou moins importante. La première raison donnée, qui arrive très vite, dans une lettre du 14 février 1909, donc on est à peine 15 jours après l'élection, c'est le folkloriste Arnold van Gennep, qui est alors à ce moment-là assez proche de Marcel Mauss, qui lui écrit une très longue lettre en essayant de comprendre les raisons, ou en tout cas d'essayer de lui donner des arguments pour qu'il ne soit pas si triste que cela, d'une certaine manière. Et la longue lettre est quelque chose de très intéressant parce que c'est une lettre sur le fonctionnement, en fait, des élections au Collège de France, comme si Marcel Mauss n'avait pas compris comment ça se passait. Donc Arnold van Gennep lui explique, mais non, voilà, ça se passe comme ça, c'est normal que tu n'aies pas été élu. Et il lui donne cette première raison qui est la génération, une solidarité de génération, c'est le terme de van Gennep. Que dit en substance van Gennep? En fait, il y a un élément déterminant dans les élections du Collège de France, c'est les dates de naissance des candidats. C'est quelque chose que repère van Gennep, et que donc, de toute façon, et même sans Loisy, Verne ou Amelino, qui étaient plus âgés que Mauss, seraient passés par solidarité de génération. D'où mon introduction en vous mettant une photo de Marcel Mauss en 1906 et son canotier, et celle des autres qui sont d'une génération un peu supérieure. Mauss était trop jeune, en fait, d'une certaine manière, et il ne serait jamais passé. Et van Gennep ajoute dans sa lettre un brin sarcastique, il faut le dire, je cite van Gennep, « Vous étudiez ce phénomène chez les sauvages et ne voyez pas qu'il est tout aussi marqué chez nous. » C'est intéressant. Alors, plus sérieusement, mais je vais aller très vite parce que Anne-Lise Lannoy va en parler, on le sait, il y a un certain nombre de campagnes diffamatoires qui vont être lancées contre Mauss. L'une des plus efficaces consiste à souligner ses liens avec un mouvement socialiste radical, proche des vues du propagandiste Gustave Hervé, son ascendance juive. On est après l'affaire Dreyfus, mais il y a quand même des relents d'antisémitisme très forts. Le fait qu'il soit un sociologue qui a perdu, j'insiste, qui a perdu de vue la question des individualités, c'est comme ça qu'on le désigne, mais finalement ça c'est une vieille critique que Mauss a l'habitude d'entendre depuis ses premiers textes, donc c'est pas vraiment très important pour lui. Et puis la pratique de la coécriture, ça c'est une attaque un tout petit peu plus perfide que l'on doit en particulier à Paul Foucart. C'est Paul Foucart qui met cet argument en avant en disant que toutes les grandes œuvres ou tous les grands travaux, tous les grands articles de Marcel Mauss ont été coécrits avec Henri Hubert, ou coécrit avec Henri Beuchat, archéologue, ou coécrit avec Durkheim, ou coécrit avec Paul Fauconnet. Et que donc ça pose un problème. Qu'est-ce qu'a écrit Marcel Mauss? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il a réellement proposé comme étant de sa propre marque, de sa propre signature. Donc cette pratique de la coécriture, très moderne alors, il faut le dire, est un point soulevé lors de l'élection. Alors il me semble quand même qu'on oublie dans ces raisons un point particulièrement important, et j'en arrive à la deuxième partie de mon intervention, c'est son comparatisme, sa manière toute particulière de penser le comparatisme. Je dis ça parce qu'évidemment, il n'est pas le seul alors à se dire comparatiste et à faire du comparatisme, en particulier en histoire des religions. Loisy fait du comparatisme. Paul Foucart fait une certaine forme de comparatisme. Mais Marcel Mauss, lui, propose un autre comparatisme.
Un comparatisme qu'il veut différent et qu'il a inauguré 10 ans avant, très clairement, hein, en 1899, dans son texte fondateur, d'une certaine manière, de sa socio-anthropologie, hein, l'essai sur la nature et la fonction du sacrifice, qui est publié dans l'année sociologique. Alors cet article ne fait pas que renouveler la perception que l'on a de ce type de rituel, en mettant en avant par exemple les différentes scènes de la dramaturgie sacrificielle, hein, c'est tout l'objet de ce texte. Il y a une entrée, il y a un déroulement, il y a une sortie. Enfin, je vous renvoie à ce texte. Ce texte n'est pas seulement important aussi parce qu'il insiste sur la nécessité de mieux concevoir l'angle des pratiques. Hein, ça, c'est quelque chose aussi qui est une signature de la manière dont Marcel Mauss pense ces questions du rituel. Mais ce texte est important parce qu'il engage surtout la possibilité d'une nouvelle voie interprétative qui tient à l'application d'une certaine forme de comparaison ou de comparatisme. Ce comparatisme, il est ancré sur les principes de la philologie et pas sur les principes de l'histoire comparée. Donc c'est un premier pas de côté que fait Marcel Mauss en se revendiquant de la modernité des philologues, Sylvain Lévy, Darmstädter, tous ces gens-là. Il va aller chercher ce comparatisme du côté de la philologie. Mais c'est un comparatisme différent parce qu'il ne s'agit pas de rassembler des choses qui se ressemblent, ces ressemblances d'ailleurs étant le plus souvent superficielles, mais essayer d'organiser, comme le dit Marcel Mauss et Henri Hubert dans ce texte, organiser des différences observables. Donc c'est la prise en compte des différences. Et ça, c'est quelque chose qui marque très clairement la différence avec d'autres manières de faire le comparatisme en histoire des religions à ce moment-là. Comparaison ou analogie, que dit Mauss? Il nous dit en fait le but du comparatisme tel qu'il le conçoit lui à partir de l'essai sur le sacrifice n'est pas de rassembler des ressemblances ou d'accumuler des ressemblances, comme en gros ce qui se fait à ce moment-là en histoire des religions, parce que quand on fait ça, on ne compare pas, on ne fait que de l'analogie. Donc il y a une première manière, si vous voulez, de rejeter une pratique méthodologique classique. On ne détaille pas, on ne spécifie pas, on ne recherche pas la complexité, hein, quand on fait de l'analogie, on ne fait que réduire, découper en fait un phénomène complexe en plusieurs parties pour essayer de le simplifier au maximum. Mauss, lui, ce qu'il veut, c'est tout le contraire. C'est arriver à toujours plus de complexité. Donc on n'est pas dans un entonnoir qui va du plus complexe au plus simple. Au contraire, lui, il part de quelque chose qui apparemment est simple pour essayer d'agréger des choses pour le rendre de plus en plus complexe. On est dans deux modèles interprétatifs complètement différents. Deuxième chose, mais je l'ai dit, alors il n'est pas macronien ou macroniste avant l'heure, mais il le dit, il faut savoir prendre en même temps la question des ressemblances et des différences. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Pourquoi ? Parce que, comme il le dit, ces différences, elles nous renseignent sur l'insertion des faits ou des phénomènes en particulier religieux dans leur contexte. Ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, renvoie à sa sociologie. Mais elles nous montrent aussi, et ça c'est très maussien, la profonde ambiguïté du social, des logiques du social. Et c'est ça, en fait, qui, à mon avis, est quelque chose d'important. Par exemple, dans le sacrifice, il y a du désintérêt, mais il y a aussi de l'intérêt. Et Mauss dit que, en fait, c'est ça qu'il faut essayer de penser. Non pas essayer de simplifier le sacrifice pour voir uniquement le désintérêt qui se met en place, mais aussi voir qu'en fait, c'est un amalgame, une articulation entre des logiques sociales différentes. Dans le cas de la magie, on pense que le magicien est libre de faire ce qu'il veut, mais en fait, il est tout le temps entièrement contraint dans la position de son corps, dans sa manière de réciter des formules, dans les gestes qu'il propose, dans les objets qu'il manipule. Ça n'est que de l'obligation. Donc, tout ça nous est présenté comme étant une fausse liberté. On pense que c'est faussement libre, alors qu'en fait, c'est contraint. Vous voyez, c'est toujours dans cette manière de complexifier. Et là, il faut se déplacer, c'est-à-dire qu'à partir de 1899 et la publication de l'essai sur le sacrifice, Mauss va passer son temps à écrire un certain nombre de comptes rendus, certains fondamentalement très critiques, envers les historiens des religions qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc, quand on lit ces comptes rendus, qui sont une part importante de son travail, il va se mettre à critiquer. Et
on ne peut pas être dupe du fait que les professeurs du Collège de France, dont certains sont critiqués par Mauss dans ses comptes rendus qu'il publie dans l'année sociologique, ne prennent pas ombrage des critiques faites par Mauss, parce que ces critiques sont parfois très virulentes. Je vous renvoie à un ouvrage qui paraît à la rentrée spécifiquement sur cette question-là, mais on peut noter, hein, quand il s'en prend aux théologiens, par exemple, ceux qui font mine de comparer, hein, vous voyez, hein, ce rapport entre comparaison ou analogie, on ne sait pas très bien, Mauss les renvoie en fait à une forme de comparaison qui n'est pas la bonne, ils finissent toujours par produire de fausses ressemblances, et puis surtout, en fait, ils en viennent à systématiser des pratiques religieuses, comme la prière, dans le but de pouvoir finalement en propager et en diriger l'emploi. Il y a un but utilitariste, si vous voulez, pour les théologiens à parler de la prière ou à comprendre le fonctionnement de la prière, comme ça ils peuvent récupérer ce savoir pour une visée apologétique, d'une certaine manière. Lorsqu'ils s'attaquent aux psychologues, y compris les textes de James, en fait, pour les psychologues qui comparent, ils ne le font uniquement pour valider l'idée qu'il y aurait une ressemblance, alors ça c'est typique de la fin du XIXe siècle, entre la mentalité de celui qu'on appelle le non-civilisé et la mentalité infantile. Je vais y revenir tout à l'heure, vous allez voir un exemple avec Loisy. Lorsqu'ils parlent des anthropologues, c'est encore pire. Quand les anthropologues comparent des phénomènes religieux, la plupart du temps, ils sont imbus d'idées théologiques, élémentaires ou raffinées, dit Marcel Mauss, de préjugés et d'idées fausses, et surtout, toutes ces idées sont conduites par un très fort évolutionnisme. Donc ça aussi, c'est un cheval de bataille de Marcel Mauss. Il dit, lorsque les anthropologues comparent, ils n'arrivent pas à voir qu'il y a quelque chose de commun entre la prière chrétienne et un chant destiné à enchanter un animal. Pour eux, c'est absolument hors de propos, c'est impossible, ce type de comparaison n'est absolument pas de l'ordre du pensable à ce moment-là. Mais Mauss, surtout, est exaspéré par la position des historiens des religions protestants, je l'ajoute, qui, lorsqu'ils comparent, ne font en fait qu'imaginer les hommes dits primitifs en train de penser, en train de croire, en train de ritualiser, en train de manifester leur affection avec un dieu, mais tout ça n'est que de l'imagination pour Marcel Mauss. Ces historiens ne cherchent qu'à décrire un phénomène sans jamais l'interpréter. Et je crois que là, il y a une ligne de fracture très claire dans ce que peut apporter la sociologie ou la socio-anthropologie de Marcel Mauss par rapport à l'histoire des religions classiques. Je cite ce texte qui est tiré de la prière et donc qui est publié au début de l'année 1909. Il parle de l'historien de manière générale et générique, mais en fait personne n'est dupe, on peut penser au Réville, évidemment. Il ne recherche ni les principes ni les lois, il expose en quoi consiste le système de prière dans telle ou telle religion, il n'étudie ni une espèce de prière ni la prière en général, les rapports qu'il établit entre les faits sont essentiellement, sinon exclusivement, d'ordre chronologique, il détermine moins des causes que des antécédents. Alors là, on a vraiment quelque chose de très fort qui se met en place et qu'on retrouve, me semble-t-il, dans sa grande haine viscérale devant les travaux de Loisy. Et donc vous voyez qu'en fait, il y a une dimension méthodologique qui se joue dans l'élection de Loisy en 1909 qu'on a du mal à percevoir. On est un peu plus tard, on est en 1920, mais disons que la haine de Mauss est loin d'être éteinte à ce moment-là contre Loisy. C'est un volume qu'avait Marcel Mauss de l'essai historique sur le sacrifice, publié par Loisy en 1920 et qui reprend une partie des enseignements qu'il a donnés au Collège de France. Et c'est un volume annoté par Marcel Mauss. Et donc, regardez le petit passage, je vous le lis, le non-civilisé, donc là c'est la prose de Loisy. Le non-civilisé a eu le désir, le besoin, la volonté de s'assurer par sa mimique sacrée de chasse ou de pêche, par les rites totémiques, les ressources indispensables à sa subsistance. Il a pu croire à l'efficacité de cette mimique parce que pour sa mentalité enfantine, le simulacre ne se distinguait pas nettement de la réalité, que c'était au contraire déjà la réalité, une possession anticipée comme la nécessitant de l'objet désiré. Bref, cette prose-là, pour Marcel Mauss, est nulle et non avenue. Vous avez cette petite marginalia intéressante. Quelle bêtise d'écrire de pareilles conneries. Il n'y a pas d'autre mot. Et tout le livre, en fait, n'est qu'une succession de remises à l'ordre de Marcel Mauss, à la fois devant les termes utilisés par Loisy, parce qu'il ne cesse d'utiliser civilisé, non civilisé, primitif, etc. Et ça, c'est insupportable pour Marcel Mauss, d'entendre, en fait, en 1920, vous voyez, on est avant Jean Bottero, mais
On a déjà ça, et pour Marcel Mauss, c'est insupportable d'être encore dans ce système de pensée-là. L'autre partie des Marginalia et des notes de Marcel Mauss, c'est pour remettre à l'ordre Loisy devant toutes ces imprécisions en termes d'histoire comparée des religions. Toutes les erreurs, Mauss note toutes les erreurs factuelles faites par Loisy sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe en 1909 et le vote de l'Assemblée en faveur de Loisy montre qu'en histoire des religions, à ce moment-là, le primat demeure à la critique historique, une forme d'histoire positive, disons-le comme ça, qui, pour Mauss, est fondamentalement incapable par elle seule de saisir la complexité des faits religieux. Donc on est vraiment à ce niveau-là. Alors, il y a les critiques publiées dans l'année sociologique, qui, à mon avis, lui ont largement desservi, soyons clairs. Il y a sa position par rapport au comparatisme, mais on peut aller plus loin parce que, évidemment, ce comparatisme est profondément subversif, parce que ça lui coûte sa place au Collège de France en 1907, en 1909. Mais je voudrais essayer de revenir et de vous donner quelques éléments pour bien comprendre à quel point Mauss est différent. Et que cette différence, ce n'est pas uniquement une différence de forme, c'est que c'est une différence de fond. Et que, en fait, les professeurs de l'Assemblée du Collège de France n'arrivent pas à saisir cette différence. Ils n'arrivent pas à la comprendre. Pour eux, c'est complètement inaudible. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce comparatisme maussien? 3 points, me semble-t-il, qui expliquent la difficulté d'accepter le programme mis en place par Marcel Mauss. Premier point de ce comparatisme, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette idée de la complexité qui est très présente chez Marcel Mauss. C'est un terme qui revient très souvent dans son œuvre. Il faut penser les phénomènes sociaux de manière complexe. C'est une manière pour lui de se dissocier de l'évolutionnisme, du réductionnisme, du dogmatisme, de l'essentialisme qui alors traverse en fait toute l'anthropologie du moment. Aussi, je pense que c'est à la fois très important de se focaliser sur ce thème de complexité, qui veut dire quand même quelque chose de très important concernant Marcel Mauss, mais concernant plus spécifiquement la question des phénomènes religieux, il utilise un autre terme qui, à mon sens, est encore plus fort. C'est le terme de nuance. Il faut savoir penser les phénomènes religieux en nuance ou dans la nuance. C'est tiré de son manuel d'ethnographie qui est publié en 1947, bien plus tard, mais qui reprend des enseignements de Marcel Mauss qu'il donne dans les années 20 à l'Institut d'ethnologie. Il nous dit ceci: en général, les observateurs des religions primitives s'imaginent que dans les sociétés autres que la leur, il n'y a pas de nuance, alors que tout est en nuance, que malentendus, sous-entendus, jeux de mots interviennent à chaque instant. Vous voyez, un basculement vers cette question de la nuance. Pourquoi cette focalisation sur la nuance? Parce que ça permet de faire ressortir des bizarreries, dirions-nous, ou plutôt une forme d'arbitraire du social. Et c'est ça qui intéresse Mauss. Penser les phénomènes religieux en nuance, c'est par exemple considérer qu'il peut exister des cultes qui ne sont pas directement liés à la morphologie et à l'organisation sociale, mais c'est aussi considérer qu'il peut y avoir du religieux dans des domaines du social où normalement la religion n'a rien à y faire. Vous voyez, cette possibilité de jouer en fait avec des catégorisations classiques. Surtout, penser en nuance et se laisser la possibilité de remettre en question des hiérarchies pourtant établies, de questionner des enchaînements historiques, de montrer la discontinuité parfois importante qui existe dans le social entre une cause et son effet. Ce causalisme un peu mécanique qui était alors utilisé, ça horripile Marcel Mauss. Il n'est pas du tout dans une forme de causalisme. Et c'est ce que dit en fait Mauss dans ses travaux, c'est tiré d'un texte de 1901. Le sociologue n'a pas pour objet de trouver nous ne savons quelle loi de progrès, d'évolution générale qui dominerait le passé et prédéterminerait l'avenir. Il n'y a pas une loi unique, universelle des phénomènes sociaux, il y a une multitude de lois d'inégale généralité. Donc, on est encore une fois dans cette proposition d'une forme de complexification de la connaissance du social, et donc des phénomènes religieux, et c'est un cheval de bataille très fort chez Marcel Mauss, et c'est très spécifiquement, par exemple, ce que Loisy, le professeur du Collège de France à partir de 1909, n'arrivera pas du tout à comprendre, ni même à interpréter. En 1909, Marcel Mauss et Henri Hubert publient les mélanges d'histoire des religions, et devinez qui fait un compte-rendu de ce livre de Marcel Mauss? Alfred Loisy.
Il est tout juste nommé professeur au Collège de France, et donc il fait une recension de ce manuel d'histoire des religions, en disant que de toute façon, on ne peut pas croire à les sociologues qui pensent qu'il y a une détermination des conduites religieuses par une force sociale inconsciente. Bon, mais ça, c'est la critique normale. Hein. Les sociologues pensent tous ça, donc il appuie dans son compte-rendu sur cette question-là. Mais plus intéressant encore, que nous dit Loisy, il ne cesse de se demander tout au long de son compte-rendu pourquoi Mauss et Hubert se refusent obstinément à suivre la méthode historique. C'est celle qu'ils considèrent comme étant la juste et la meilleure, évidemment. Pourquoi est-ce qu'ils ne dessinent pas des évolutions? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas, au travers des textes qu'ils citent, à poser et à retrouver la question de l'origine des dieux, l'origine des mythes, et donc l'origine de la religion? Pourquoi ce n'est pas du tout une question qui les intéresse? Parce qu'ils pensent les choses en nuances. Et ça, c'est totalement incompréhensible pour quelqu'un comme Loisy, et pour d'autres, évidemment. Je ne parle que de Loisy, mais on pourrait dire la même chose des autres historiens des religions de ce moment-là. Donc là, il y a une vraie rupture avec la manière de faire. Penser en nuances. Deuxième point qui me paraît important, c'est le décentrement. Vous le savez, le comparatisme de Mauss est largement informé par l'ethnographie de terrain, qui n'est pas simplement une vaine accumulation de descriptions faites par des ethnographes qui ont été en Australie, en Mélanésie, et ce n'est pas uniquement une accumulation de citations ou de descriptions. C'est en fait un point de bascule, me semble-t-il, c'est quelque chose de méthodologiquement extrêmement important, parce que cette ethnographie, elle permet à Mauss de s'éloigner de ses propres centres de gravité naturels que l'on a tous. Je suis juif, comme aurait pu le dire Mauss, j'ai une certaine manière de concevoir la croyance, le rituel. En fait, en prenant l'ethnographie de la Mélanésie, la plus éloignée, qu'est-ce que je fais? Je prends conscience que j'ai ma propre manière de voir les choses, mais qui ne correspond pas, en fait, nécessairement à la réalité. Donc, il joue de l'ethnographie pour se décentrer, très fortement. Et ça, je crois que c'est une chose qu'on peut mettre au crédit de l'anthropologie maussienne. Cette subversion de sa manière de penser les choses va tellement loin qu'il ne fait pas seulement que prendre de la distance avec les théologiens, les psychologues, les historiens des religions ou les anthropologues qui faussement font du comparatisme, mais il prend de la distance aussi avec Durkheim. On oublie toujours, mais en fait, L'Essai sur le sacrifice, l'esquisse d'une théorie de la magie, la prière, sont des textes qui tentent d'ouvrir un espace, une prise de distance avec le dogmatisme de la sociologie durkheimienne. Et très tôt, en fait, Mauss et Hubert se disent ce que nous propose Durkheim, c'est très juste dans l'abstrait, mais ça ne correspond pas à ce que l'on voit. 2 minutes et je termine. Ce qui se passe, c'est que, et c'est en 1909, vous avez la fin du slide qui le montre, Mauss et Hubert vont faire quelque chose qui paraît totalement incroyable. Ils disent, dans leur introduction, qu'il faut savoir faire des concessions prudentes vers la psychologie. Ce qui paraît effectivement pour le dogmatisme durkheimien très dur à avaler à ce moment-là. Ces concessions prudentes, c'est le terme de Mauss et Hubert, consistent effectivement à réfléchir ou à pouvoir réfléchir sur les sentiments complexes qui sont liés à la notion de sacré. Ceux qui la permettent, mais ceux aussi qu'elle provoque. C'est la question des scrupules, de la crainte, de l'espoir, de l'abnégation, de l'attente. En fait, quand vous lisez les textes de Mauss sur le sacrifice ou sur la magie ou sur la prière, il y a ça qui apparaît aussi. On le relègue généralement parce qu'on s'intéresse à d'autres points dans ces textes-là, mais ces questions en fait des états mentaux, comme on le dirait, sont très présents en fait dans ces textes. Et à mon avis, ça marque une différence avec en particulier la sociologie durkheimienne. Dernier point qui est, me semble-t-il, le plus subversif de ce comparatisme, c'est qu'il est profondément matérialiste. Alors peut-être pas au sens de Marx, ça sera peut-être pour l'objet d'un autre colloque, si jamais il a eu lieu, sur Marx au Collège de France, mais c'est un matérialisme qui part du concret, ou en tout cas qui tente de saisir les phénomènes religieux de l'extérieur, par l'extérieur. Ça, c'est une dimension aussi extrêmement importante. Pour chaque phénomène, il faut suivre la filière des faits pour passer, je cite Mauss, des manifestations les plus extérieures aux conditions plus lointaines et plus intimes de la vie religieuse. Donc, on comprend mieux pourquoi Mauss s'intéresse aux objets qu'on manipule, aux faits de langue, la répétition des formules du magicien, les vêtements, l'espace dans lequel on produit le rituel, etc. Tous ces faits sont des faits qui saisissent de l'extérieur la dimension religieuse.
Et on est là dans quelque chose qui est encore une fois une rupture par rapport à la manière de faire l'histoire des religions à ce moment-là. Dès lors, et je vais m'arrêter là comme ça, je garde le temps, je vous fais grâce de ma conclusion. Dès lors, en fait, ce qu'on appelle la religion pour Marcel Mauss ne témoigne absolument pas, en aucun cas, de l'existence de Dieu. Vous voyez que j'ai mis une minuscule, je n'ai pas mis de pluriel, mais on est dans cet ordre-là, d'un élan du cœur, pour reprendre ce que pouvait dire Réville à la fin du XIXe siècle, ou d'une émotion intime quelconque. C'est toujours le résultat d'un ensemble instable de phénomènes de nature sociale qui ont une histoire. J'insiste lourdement, il fait de l'histoire, alors certes pas de la même manière que les autres, mais il fait de l'histoire, qui s'inscrivent dans une morphologie particulière, qui participe aussi d'une certaine fonction symbolique. Je vous remercie.